Au-delà d'avoir assemblé une équipe du tonnerre, une scale-up réussie doit également savoir où elle s'en va, quelle sera sa stratégie. C'est là un des piliers fondamentaux du scaling des entreprises. Bienvenue à cette troisième capsule portant sur le scaling des entreprises ou la mise à l'échelle des gazelles. J'aime bien dire que lorsque les gens n'ont pas de problème, ils ont tendance à s'en inventer. Dans le domaine académique, qui n'est pas caractérisé exactement par la vie la plus difficile qui soit, un des débats qui émerge est celui à savoir à qui appartient la notion de stratégie. Est-ce que c'est un champ qui appartient au management, au marketing, à la finance? Eh bien, soyons clairs, et mon jupon dépassera peut-être un peu, la stratégie, c'est d'abord une question de création de valeur pour le marché. Une valeur qui pourrait être par la suite capturée par l'organisation en vue de créer de la valeur pour les parties prenantes, à commencer par ses actionnaires. Et les Allemands ont une perspective intéressante en la matière à travers le concept de Hidden Champions. Die haben ein tiefes Wissen über den Markt, seine Trends und die Bedürfnisse der Kunden. Mit seinem Vieh, so glücklich wie noch nie. Ce qui se traduirait par champion caché, avoir une connaissance approfondie sur le marché, son tendance et besoins du client. Ou mieux encore, dans la langue de Google, hidden champions have a deep knowledge about the market, its trends and the customer needs. Ces hidden champions qu'on retrouve partout en Allemagne sont essentiellement des scale-up ayant connu un certain succès, les ayant transformés en leaders de leur niche, d'un certain marché à l'échelle internationale, et desquels on peut apprendre énormément sur la mise à l'échelle des entreprises. Et tout ont en commun d'avoir d'abord et avant tout réussi à créer de la valeur durable pour leurs clients. Et sur la base de ces meilleures pratiques, nous aborderons aujourd'hui 3 concepts. Nous parlerons de stratégie d'affaires, de même que de la constitution d'un dashboard pertinent pour cette stratégie. Mais abordons d'abord et avant tout la question du core, qui est ni plus ni moins que la fondation sur laquelle repose l'échafaudage de n'importe quel scale-up. Et ce core repose lui-même sur 3 dimensions. Parlons d'abord des valeurs d'entreprise, un concept parfois perçu comme légèrement ésotérique par les entrepreneurs. C'est quoi l'importance des valeurs d'une entreprise? C'est quelque chose qui doit être activement géré, ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu laisses se développer au gré du vent? Puis c'est quoi le rôle du CEO rendu là? Ah, c'est une bonne question. Quand j'ai commencé au début de ma carrière, là, je trouvais ça complètement stupide. J'y croyais pas du tout. Puis à un moment donné, on s'est fait forcer dans l'exercice de le faire, puis on l'a fait un peu contre notre volonté, si on veut. Là, c'est parce qu'on voulait le livrer, puis on s'est livré à l'exercice. Puis finalement, là, le lendemain, à un moment donné, on avait établi notre pyramide de valeurs, puis tout ça. Tu sais, on n'avait pas mis beaucoup de... c'est fait, on met ça de côté, puis on passe à une autre affaire. Puis je me rappelle que dans les jours suivants, à un moment donné, on avait eu une candidature, puis c'était clair qu'elle ne correspondait pas à une des valeurs qu'on avait établies. Puis c'est la première fois de ma vie que je comprenais que, oh, OK, c'est important cette affaire-là. Puis on l'a pas engagé basé là-dessus. Puis je te dirais que par la suite, dans tous les business, on l'a fait de façon consistante. C'est quelque chose qu'on sous-estime parce que c'est pas tangible nécessairement. La réalité, c'est que ces valeurs, si elles sont véritablement solidement ancrées dans une scale-up, permettent de devenir en quelque sorte le système d'opération qui transcende l'ensemble des fonctions et des plans que seront réalisés et implantés par les troupes. Sans parler de pilote automatique pour autant, les valeurs d'entreprise deviennent en quelque sorte un phare, un ancrage qui permet aux troupes de prendre des décisions en situation d'ambiguïté ou d'incertitude qui s'avéreront cohérentes avec le plan de match et l'écosystème de l'entreprise. Et ces mêmes valeurs finiront même par rejaillir à l'extérieur de l'organisation et être perçues par les différentes parties prenantes, à commencer par vos clients. Est-ce que tu avais défini des valeurs, toi, dans ton entreprise, des valeurs qui devaient gouverner une certaine culture à l'intérieur de l'organisation? Oui, on avait des valeurs. Puis pour moi, les valeurs, c'est pas quelque chose que tu colles sur un mur puis que tu oublies, puis ça reste là pendant 10 ans, puis ça prend de la poussière. Des valeurs, c'est quelque chose que tu dois faire vivre, que tu dois transmettre aux gens dans l'entreprise. Tu sais. Puis on avait des valeurs qui étaient la réussite,
le succès commun, la volonté du travail bien fait. Et un des points qui a été important, puis un conseil que je peux partager, c'est l'utilisation du « on ». Pour nous, là, c'était collectif. Le succès, c'était collectif. On ne parlait pas au « je » chez Altitude. C'était pas mon projet, c'était pas mon client, c'était pas mon fournisseur. Moi, quand j'entends ça, les oreilles me frisent parce que c'est pas vrai que c'est ton, c'est notre. On le gagne ensemble. Puis, de porter un projet dans le « on », ça devient beaucoup plus tout à coup, tu mets le projet au-dessus de toi-même. Parce que la problématique, c'est souvent l'ego chez les employés, la réussite de vouloir gagner. Tu sais, quelqu'un qui est performant veut gagner seul parfois. C'était de le rappeler de dire on va gagner en équipe. Et ça marche beaucoup. Le meilleur exemple, c'est quand tu fais une erreur, quand ça ne va pas, tu es très content d'utiliser le « on ». Et non pas juger comme une erreur, mais on s'est trompé. Tu sais. Le « on » a été vraiment, j'y tenais beaucoup. C'est vraiment devenu une habitude qui se poursuit dans l'entreprise. Le « on », l'utilisation du « on », le travail bien fait, le respect autant des clients que des employés que des collaborateurs, autant dans les communications courriels. Un courriel qui est bien fait, structuré, sans faute, et de pouvoir partager l'information le plus précisément possible. Les valeurs de l'entreprise étaient tellement importantes qu'on les mettait dans les pitchs. Et à travers les pitchs, on ne faisait pas juste marquer nos valeurs, on montrait comment on les appliquait à travers le processus. Alors, on marquait nos 10 étapes essentielles qu'on avait chez Altitude C. Et je me rappelle qu'on a souvent marqué ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Ça, je pense qu'on a été pas mal précurseurs à le faire. On ne marquait pas juste ce qu'on vous promet, mais on marque ce qu'on ne veut pas vivre. T'sais. Alors, oui, tout le monde veut vivre du succès, mais on ne veut pas vivre ça. Et pour ça, on va travailler comme ça avec vous. T'sais. Ça, c'est des façons de faire vivre tes valeurs. Les valeurs, comme je dis, ce n'est pas juste sur les murs ou sur ton PowerPoint. Il faut que ça soit articulé puis qu'on puisse les vivre. Vu de l'extérieur, ces valeurs seront perçues comme la personnalité de votre entreprise. Pensez à n'importe quelle marque que vous connaissez. Prenons Tesla, qui est perçue comme étant audacieuse ou innovante, alors que Volvo est perçu comme davantage responsable, un bon père de famille, ou Red Bull, dont la personnalité est perçue comme étant beaucoup plus excitante. Et bien, ces trois personnalités ne sont en fait que le reflet de valeurs extrêmement profondes et solidement ancrées à l'intérieur de l'organisation. Mais ces valeurs ne peuvent pas être décrétées unilatéralement par les fondateurs en placardant les murs de votre entreprise de votre nouvelle charte des valeurs. Il s'agit presque d'un exercice ethnographique qui consiste à déterminer quels sont ces fameux principes gouvernants qui vous ont rendu là où vous êtes et qui ont le potentiel de vous amener plus loin. Bien, un des éléments qui est fondamental, c'est attaque-toi pas à la culture de l'entreprise. C'est-à-dire que d'essayer de faire rentrer un cercle à l'intérieur d'un carré ou un carré, devrais-je dire, à l'intérieur d'un cercle, ça ne fonctionne pas. Je l'ai vécu à plusieurs reprises et il faut que le leader conserve en tête l'importance du maintien d'une certaine culture. Parce que si on essaie de changer complètement cette culture-là, de mettre en place une rigueur qui va tuer l'âme initiale de l'entreprise, ça va être détrimental à très court terme. Hein. Et une fois revêtu votre habit d'anthropologue, vous pouvez commencer ce raid ethnographique à l'aide d'une méthode largement utilisée en sciences sociales et qui repose sur la notion de représentation sociale. Cette approche implique de demander d'abord aux parties prenantes importantes, à commencer par les employés, ce qu'ils associent fondamentalement et fortement à votre entreprise. Valorisez-vous davantage la sincérité, l'audace, la prise de risque, le travail d'équipe? Et une fois un premier listing complété, qui sera sans doute assez imposant, de faire un premier tri, à savoir quelles sont ces associations qui s'avèrent centrales versus périphériques à ce qu'est votre entreprise. Pour déterminer ces valeurs les plus importantes, les valeurs centrales, demandez simplement à vos troupes d'imaginer une entreprise qui pourrait être la vôtre, mais qui ne serait pas dotée de cette valeur. Pourrait-elle, dans les faits, s'agir de votre entreprise? Par exemple, imaginons une entreprise qui pourrait être Volvo, mais qui n'aurait pas comme valeur importante la sécurité et la durabilité de ses produits. Pourrait-il s'agir de Volvo véritablement? Et si la réponse à cette question est non, c'est que vous avez affaire à une valeur centrale, une valeur clé, une valeur phare que vous devez considérer dès lors comme étant fondamentale à vos valeurs d'entreprise.
Et encore une fois, il ne peut pas s'agir de valeurs que vous décrétez de manière unilatérale ou encore d'une simple wish list. Ces valeurs doivent partir véritablement de la réalité, de ce que connaissent vos employés et de ce à quoi ils adhèrent véritablement déjà. Idéalement, votre liste ne comptera pas plus de 5 ou 7 valeurs environ. Puis quand on dit une pyramide de valeurs, c'est pas 60 valeurs. C'est genre 5 ou 7. Un exercice que vous pouvez même réaliser à l'échelle de votre famille, histoire de meubler les longues journées sans école. Mais votre core reposera également sur votre why, le pourquoi vous faites les choses, comme nous l'avons abordé d'ailleurs avec Simon Sinek lors de la première capsule. Et ce why est très très important car on sait que les entrepreneurs ont absolument 3 grandes raisons de se lancer en affaires. Ils peuvent le faire pour l'argent, pour des raisons plus nombrilistes ou encore pour des raisons plus altruistes. La grande majorité des entrepreneurs révélant le faire d'abord et avant tout pour des raisons très personnelles, très nombrilistes. Nous reviendrons en détail sur l'ensemble de ces 3 motivations dans l'optique de ce qu'est l'équation fondamentale du succès en affaires, qui consiste à trouver d'abord une foule assoiffée, un marché mal desservi par les alternatives existantes, à qui l'on doit servir rien de moins qu'un verre d'eau suffisamment bon pour voir cette même foule assoiffée revenir pour un 2e, 3e, 4e verre, car la réalité est qu'on réalise rarement un profit la première fois qu'un client vient à soi, ne serait-ce que dû au coût d'acquisition de ses clients. Mais pour que cette foule assoiffée revienne pour un 2e, 3e, 4e verre, encore faut-il que votre eau soit fantastique, unique, pertinente, réussie, en gros, qu'elle soit remarquable. Or, il est très difficile pour un entrepreneur, d'abord et avant tout gouverné par les gains financiers associés à son entreprise, d'offrir un produit ou un service qui sera remarquable, tout simplement parce qu'il aura tendance à tenter d'en faire le plus possible, au moins cher possible, ce qui n'a pas pour tendance de maximiser la satisfaction à la fois des employés, mais également de ses clients. Or, la satisfaction est le premier facteur gouvernant la loyauté de la clientèle. Ce qui fait en sorte qu'un client percevant qu'il en a peut-être moins chez vous pour son argent que ce qu'il en aurait chez le concurrent, aura tendance à ne peut-être pas revenir. Mais la motivation principale des entrepreneurs est davantage nombriliste. Au Québec, l'indice entrepreneurial québécois nous révèle chaque année les motivations principales comme étant le fait de s'accomplir dans la vie, de relever un défi, de vouloir réaliser un rêve, d'être indépendant ou encore de ne plus avoir de patron ou un certain contrôle sur sa vie. Ces motivations, qui sont tout à fait compréhensibles, ne sont pas forcément très inspirantes, à la fois pour les clients que pour les troupes. « Hey Joe, veux-tu venir travailler pour moi? M'aider à m'accomplir dans la vie? » Pas sûr. « Hey, achetez mon service, parce que moi, je veux avoir de la liberté dans la vie. » Non. Mais chez certains entrepreneurs, il existe une 3e voie, une 3e motivation qui est celle plus altruiste. Et altruisme ici ne veut pas dire se convertir en clown d'hôpital ou en Mère Teresa. Ça signifie tout simplement de vouloir partager une passion que l'on a avec des gens pour qui cette même passion est aussi très importante. Pensons à Blake Mycoskie, le fondateur de Tom's Shoes, qui avait pour motivation d'abord et avant tout de redonner une paire de chaussures à des gens dans le besoin, initialement en Argentine, pour chaque paire de chaussures qu'il allait vendre. Voilà qui ajoutait un caractère remarquable de storytelling autour de ce qui serait autrement une vulgaire paire de chaussures. Ça, c'est la puissance profonde de notre entreprise. C'est que la plupart des compagnies, peu importe quel âge qu'ils ont, qu'ils soient là depuis 50 ans ou qu'ils sont des startups, ont toujours l'espèce de défi de se dire « Ah, il faut qu'on ait une mission, il faut qu'on ait une vision, il faut qu'on ait des valeurs. » Right? Puis là, tu rentres dans le business puis c'est écrit sur le mur, la mission. Bien, c'est écrit dans le livre des nouveaux employés, des embauches, dans le groupe d'HR. But it's worth shit. Right? C'est juste des mots que nobody really get, que c'est le propriétaire ou l'entrepreneur qui a fait un lac à l'épaule un jour avec les employés pour trouver des keywords qui étaient comme c'est quoi nos valeurs, puis on va les mettre sur le mur. C'est intéressant, puis je comprends l'importance, but it's not worth much. Right? Puis là, je dis ça comparé à ce que nous, on est. Nous, les gens connaissent, les gens viennent à l'entrevue puis ils savent c'est quoi nos valeurs. Right? Ils savent c'est quoi notre mission. Et c'est intrinsèque. It's the most obvious thing. We're here to reduce food waste and make that shit happen as fast as possible.
Fait que you either get in or you get out. T'sais. Fait que les gens, peu importe où ils travaillent dans l'entreprise, sont connectés avec cette mission-là. Fait que mon gars qui épluche des bananes, parce qu'on épluche les bananes à la main, by the way, on a 6 personnes ici qui épluchent des bananes 3 jours semaine, toute la journée. Mais le monde qui épluche les bananes sont autant connectés avec la mission que ce qu'on fait que le monde au bureau, même plus. Parce qu'eux, ils les voient, les fruits et légumes qui sont rejetés. Puis, every day, quand que je viens, parce que moi, je viens souvent, they freak out. Ils sont comme, je peux pas croire. I can't believe this was going to waste. There's no freaking way that we were going to waste this. C'est ça qui est hot, c'est que tout le monde voit le produit qui est à être rejeté, en fait. C'est puissant. Puis c'est facile pour dire ça, mais c'est dur pour des business qui vendent des brocheuses là, que de faire une mission de même. Là, tu sais. Et dans les scale-up, dont le succès repose largement sur l'équipe, eh bien, ces éléments de motivation, ce why, fait en sorte que les employés demeurent davantage impliqués, demeurent davantage engagés, demeurent plus loyaux également, ce qui se traduit en bénéfices externes palpables par les clients, à commencer par une meilleure qualité de service et une meilleure compréhension des besoins de la clientèle, ce qui crée ultimement plus de valeur pour la scale-up. Et tout ça s'opère par le concept relativement bien compris ces jours-ci de la contagion. Car sachons-le, ce n'est pas la COVID-19 qui est la plus contagieuse chez l'être humain, mais bien notre état d'esprit. Mais c'est ainsi que des employés enjoués, souriants, motivés parce qu'ils aiment leur job, s'avéreront des facteurs de contagion qui feront en sorte de fournir une raison bien suffisante pour que les clients reviennent pour un deuxième, troisième, quatrième verre d'eau. Et c'est là un facteur pour la majorité des gens, au-delà d'un certain seuil de qualité de l'eau, qui est encore plus important que la qualité de l'eau elle-même. C'était quoi le why? Pourquoi tu faisais ça? C'est quoi le grand leitmotiv derrière Altitude C? C'était la passion de changer les choses. Ça, je peux te le dire, 20 ans après, là, c'est changer les choses, la drive. C'est de dire, écoutez, ça ne va pas bien, dans l'entreprise, on va vous aider à changer les choses. On va vous aider à prendre le message, les objectifs, on va le transformer en événement pour que les gens puissent devenir ambassadeurs puis participer à changer les choses. Parce qu'un président qui parle pendant 1 heure avec un PowerPoint en disant que ça ne va pas bien dans l'entreprise, c'est pas très galvanisant. T'sais? Si tu as une équipe de direction qui arrive, qu'on a coaché, qui sont en forme, qui sont dynamiques, qui parlent des processus qui sont mis en place, de réalité, comment on va faire pour pouvoir changer les choses. Après ça, on fait des ateliers, puis après ça, en groupe, on trouve une solution commune. Là, on commence à bouger et à changer les choses. C'était vraiment ma drive. Écoute, c'est drôle parce qu'un jour, on avait un client qui était un spécialiste marketing, puis il nous observait. Puis à la fin du contrat, il m'a dit, je me suis demandé qu'est-ce qui faisait que vous étiez si bon. T'sais? J'ai dit, oui, c'est pourquoi il dit, vous avez, le seul objectif que vous avez, c'est qu'on vous dit merci. On était vraiment des gens, puis c'est maintenant que je m'en rends compte, c'était une rencontre de génie, peut-être à l'époque, on était vraiment des gens dévoués. Nous, notre but, c'était d'exceller. Puis ce besoin-là, il était 360. Je te donne un exemple, c'était autant au niveau du client, mais autant au niveau des fournisseurs, autant au niveau, exemple, si on allait dans un hôtel, la collaboration, la qualité des liens qu'on entretenait avec les employés, les fournisseurs, les gens de l'hôtel. Ce qu'on voulait, nous autres, c'est gagner. Puis pour ce faire, bien, il fallait être rassemblable aussi, puis partager la communication. T'sais. On est vraiment arrivé à un moment donné où, dans l'industrie, les fournisseurs nous disaient c'est une façon de faire qu'on n'a jamais vue. On n'a jamais été partie prenante de la solution. Nous, on était dans une pièce fermée. Je te donne une image. Puis on venait nous chercher pour nos besoins. Nous, on les amenait à table en amont. Puis on voyait avec eux comment on pouvait aller encore plus loin dans le processus. Puis on n'avait pas peur même de les amener à la table avec les clients. Et c'est cette passion-là de vouloir faire les choses et de gagner, de vouloir bien faire les choses qui nous a unis. Puis qui a fait vraiment qu'on a percé. Puis qu'on est sorti gagnant de la crise. Donc, une bonne pratique pour les scale-up est de revisiter ce fameux why, tenter d'établir le pourquoi des choses. Et si vous avez du mal à établir votre propre why, ben, transformez-vous en gamin de 4 ans et posez-vous systématiquement la question pourquoi? 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 Ouais, j'ai lancé une entreprise d'Adélie. Pourquoi? Parce que je veux aider les pères à être de meilleurs pères. Pourquoi? Parce que je pense que les pères sont importants dans la vie. Pourquoi? Parce que je pense que la qualité de vie d'un enfant devenu adulte repose largement sur la qualité parentale dont le père représente 50%. Puis pourquoi c'est important ça?
Parce que je pense qu'un monde meilleur repose sur des adultes meilleurs et que tout ça commence par les pères? Ouais, ok. C'est ce qu'on appelle le Massively Transformative Purpose, votre but, le why qui permet de transformer non seulement vous, votre organisation, mais les gens que vous toucherez également. Ce qui nous amène au cœur de ce qui est le core de votre organisation. Le concept de compétences clés a émergé dans les années 60, il fait consensus depuis à peu près les années 90, bien qu'il soit challengé ici et là. C'est un concept qui repose sur 3 grandes dimensions. D'abord, ce sont des forces qui doivent être difficiles à imiter par vos concurrents, qui sont étendables à différents produits et services et qui, ultimement, contribuent à la création de valeur pour votre organisation. Et c'est un concept qui était historiquement perçu comme étant d'abord et avant tout technocentrique. Par exemple, Amazon a été largement critiqué lors du lancement du Kindle, car on percevait que les compétences clés d'Amazon étaient dans la distribution de livres, mais aussi d'autres objets, et non dans le développement de plateformes technologiques. Or, Jeff Bezos a fait mentir tout le monde en démontrant que son entreprise n'était pas d'abord et avant tout technocentrique, mais clientocentrique, que sa compétence clé reposait sur une compréhension profonde et très très complète des préférences, des désirs et des besoins de ses clients. Une compétence extrêmement difficile à imiter, étendable sur de multiples produits et services et définitivement créatrice de valeur. Et d'ailleurs, une des grandes erreurs des entrepreneurs est de considérer qu'ils ont plusieurs compétences clés. En fait, il y a beaucoup de puissance dans le pouvoir du 1. Quelle est votre compétence clé sur laquelle vous pourrez faire reposer et appuyer votre croissance? Par exemple, la compétence clé de Colgate n'est pas de faire de l'excellent dentifrice, mais plutôt de garder une bouche en santé, ce qui lui permet de l'étendre à différentes catégories de produits qui vont bien entendu du dentifrice au rince-bouche, aux brosses à dents, à la soie dentaire, ainsi qu'à une variété d'autres produits. Une compétence à 360 degrés, certainement difficile à imiter elle aussi, et encore là, fortement créatrice de valeur. Mais la force de Colgate ne repose pas sur 3 compétences clés, elle repose sur une seule, la compréhension de l'hygiène buccale. C'est le pouvoir du 1. Une fois bien assises vos valeurs, votre why ainsi que votre force ou compétences clés, tout ça peut être mis dans la marmite en vue de développer la stratégie sur laquelle appuyer la croissance de votre scale-up. Et évidemment, lorsqu'on parle de stratégie, il existe une panoplie de modèles et d'outils disponibles, que l'on pense à BCG, Ansoff, Porter, McKinsey et autres consultants de ce monde. Et tous ces modèles peuvent rendre un peu difficile la tâche de s'y retrouver. Pourtant, tous ces modèles reposent sur un certain nombre d'éléments fondamentaux qui sont en commun et qui, si on les réconcilie, permettent d'y voir beaucoup plus clair. Le premier de ces morceaux est l'espace que vous occupez dans la psyché de vos clients. Quel est votre positionnement unique? Êtes-vous un joueur parmi plusieurs autres dans un océan rouge, un peu comme le sont les banques ou les marques d'eau embouteillée, difficilement reconnaissables ou différenciables les unes des autres? Ou au contraire, êtes-vous le seul joueur dans un océan bleu perceptuel dans l'esprit de vos consommateurs, un peu comme les Dollarama, Couche-Tard ou le Cirque du Soleil dans leurs environnements respectifs? Évidemment, la clé stratégique ici est de tendre vers l'océan bleu, faire en sorte que vous soyez perçu comme le joueur incontournable, voire unique et remarquable de votre secteur. Mais ce concept d'unicité est évidemment intimement lié à la notion de clientèle ou de marché cible. D'abord, votre promesse doit être unique, un peu comme Jean Coutu, dont la promesse de trouver tout, même un ami, est largement différente de celle qui est même véhiculée dans le nom de marque de ses concurrentes, à commencer par Uniprix, Family Prix et autres quelque chose Prix. Évidemment, votre promesse peut être directement rattachée à la catégorie de produits ou de services qui est la vôtre, mais de plus en plus, et même dans des espaces dits business to business ou sur les marchés d'entreprise, on voit apparaître des promesses beaucoup plus émotives, beaucoup plus psychologiques, un peu comme le font les jeans ou les voitures notamment, qui vous promettent de la liberté ou de la sexiness. Car, rappelons-le, ce ne sont pas des entreprises qui achètent vos produits ou services, ce sont des humains à l'intérieur de ces entreprises. En fait, sur les marchés d'entreprise, lorsque l'on considère 6 grands facteurs de décision dans l'achat d'un produit ou d'un service,
On pourrait penser que c'est le fait qu'il s'agisse d'un bon deal, un bon produit au bon prix, qui soit le principal facteur déterminant cette décision d'achat. Mais la réalité est tout autre. En fait, il s'agit là du 6e facteur en importance. 5 d'entre eux sont encore plus importants. Au 2e rang, plus important encore que le produit ou le service que vous vendez, et qui renvoie d'ailleurs à certains des éléments dont on a discuté précédemment, se veut, est-ce que je vais avoir du fun à travailler avec ces gens-là, ou au contraire, est-ce que je vais me faire chier? Ce qui explique tout le wining and dining, ainsi que les loges corporatives au Centre Bell, toujours très prisées par les entreprises. Mais plus encore, les gens qui prennent des décisions quant aux produits ou aux services qu'ils achètent dans les organisations aiment bien faire affaire avec des entreprises qui leur amèneront une certaine reconnaissance ou un certain pouvoir dans l'organisation. D'ailleurs, pour les startups, rien ne vaut plus pour un client potentiel que de leur dire qu'on les mettra sur un stage afin de parler de leur expérience avec votre produit ou votre service. Autrement dit, que vous les ferez shiner devant leur pairs. Mais au premier chef, ce qui gouverne la décision d'achat est d'abord et avant tout d'éviter les risques et les problèmes. Xerox ne vend pas des photocopieurs en disant qu'il s'agit des meilleurs photocopieurs en ville, mais plutôt en rappelant que personne ne perd sa job en achetant Xerox. Et au moment d'affronter la croissance, le temps est souvent venu pour les scale-up d'investiguer davantage qui sont ses meilleurs clients. Certains d'entre eux amènent beaucoup d'eau au moulin en matière de revenus, affectent le top line de manière très très favorable et positive. Mais une fois qu'on décortique l'ensemble de la chose, on se rend compte qu'il s'agit souvent de clients sur lesquels les marges sont un peu plus faibles ou encore qui sont, par exemple, fortement utilisateurs de support, ce qui, intrinsèquement dans n'importe quelle entreprise, a également un coût. Par exemple, le segment jaune peut représenter 25% de vos revenus, alors que les clients issus du segment bleu ne représentent que 10% de vos revenus. Mais si vos marges sur le segment jaune ne sont que de 8%, alors qu'elles sont de 20% sur le segment bleu, et si, a fortiori, le segment jaune accapare 50% de vos dépenses en support technique contre 2% pour le segment bleu, la décision peut être assez rapide à prendre à savoir sur lequel de ces deux segments appuyer votre croissance. Et dès lors, qui cibler davantage et qui arrêter de cibler de manière aussi agressive. Ce qui ramène d'ailleurs à l'importance de KPIs et de mesures tangibles de la profitabilité réelle de vos clients, ce qu'on appelle le Customer Lifetime Value. Et derrière tout ça, plusieurs modèles stratégiques rappellent l'importance d'être capable de véhiculer en une seule phrase sa stratégie d'affaires. Il ne s'agit pas forcément de votre proposition de valeur à l'égard de vos clients, mais plutôt ce qui vous rend unique et apte, toujours de manière aussi unique, à réaliser cette promesse du côté client. Par exemple, la stratégie d'IKEA n'est pas d'offrir à sa clientèle des meubles de design scandinave à un prix imbattable, mais plutôt ce qui fait sa force de manière unique, c'est-à-dire son modèle de packaging à plat, qui lui permet d'offrir à ses clients des meubles à prix imbattable. De la même manière que la stratégie de Zara ne repose pas sur le fait d'offrir à sa clientèle des beaux vêtements dernier cri à un prix imbattable, mais plutôt une stratégie qui repose sur une chaîne de valeur extrêmement serrée, contrôlée de A à Z, et qui permet d'amener du design jusqu'en boutique en moins d'une semaine, n'importe quel nouveau design. Ou dans un autre ordre d'idée complètement, la stratégie de Louis Vuitton n'est pas d'offrir de superbes sacs à main au prix le plus cher possible, mais plutôt de s'assurer de contrôler systématiquement le savoir-faire de sa chaîne de valeur, ainsi que de lutter de façon ultra efficace contre la contrefaçon. Ou dans l'entreprise Leartech, la stratégie n'était pas d'offrir une combinaison de processeurs dits DSP accompagnés de FPGA, mais plutôt reposait sur une armée d'ingénieurs de développement capables de customiser, d'adapter le produit ainsi que la partie logicielle aux désirs et préférences, mais surtout aux besoins et requis de grandes entreprises de développement de systèmes de télécommunications à l'échelle mondiale. Intéressant. J'y croyais pas non plus avant. Okay? J'y croyais pas à ça. Le fameux elevator pitch. Hein. Je me disais, ça sert à rien cette affaire-là. Si la personne est. Originalement, là, je me disais, si la personne n'est pas capable de me donner au moins 5 minutes, là, c'est que je vais perdre mon temps, mais je n'ai pas d'affaire à y parler. Ça, c'était le jeune plus coquille Audrey qui disait ça.
Mais à un moment donné, je vais te conter une histoire, puis après, je vais répondre à ta question. À un moment donné, je me suis retrouvé à Barcelone dans un événement. Puis mon actionnaire israélien connaissait le CEO d'un des grands opérateurs à Singapour. Puis mon actionnaire, que je ne voyais pas si souvent que ça parce qu'il était basé à Tel Aviv, on se voyait peut-être une fois par année. Il vient me chercher là, littéralement par la main, puis il dit « Hey, viens, je vais te présenter au CEO de telle compagnie à Singapour. » Puis il pitch. Mais là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il fallait que j'y pitch au CEO très vite. Puis mon actionnaire, il est à côté de moi, puis il écoute. Puis si je rate mon pitch, probablement que je n'ai pas de ronde, OK? Fait que, ou de ronde subséquente plutôt. Fait que c'était un gros risque. Là. Je pouvais perdre, non seulement je pouvais gagner ou perdre un client, mais je perdais la confiance d'un de mes actionnaires principaux. Puis, je venais de faire mon MBA, puis on s'était fait forcer à travers ce processus-là de faire la phrase. Puis, je venais tout juste de le faire, contre mon gré, encore une fois, mais je l'avais fait. T'sais. Puis, fait que je me retrouve devant ce gars-là, puis je dis combien tu as dépensé dans ton réseau mobile? Là, il dit, mettons, 4 milliards. J'ai dit, as-tu quelconque idée de ce que les gens font sur ton réseau? Il dit non. J'ai dit, c'était ça qu'on sert. Il dit, OK, viens me voir. Puis, mais cette phrase-là, ça m'a pris du temps à la mettre en place. Là. Puis, mon actionnaire était content, puis on est allé à Singapour, puis on a gagné le client finalement. Ça a super bien été. Mais tout ça pour dire que c'est super important. Il faut être capable de le faire. Est-ce que ça aide aussi au restant de tes troupes à garder le focus, en plus de toi-même, en plus de pouvoir l'expliquer aux gens à l'extérieur? Oui, bien en fait, la plupart du temps, surtout dans les compagnies d'high-tech, c'est qu'il y a le fameux truc là, à propos du fait que tu n'es pas capable d'expliquer ta job à tes parents là, ou à ta grand-mère. Bien, idéalement, il faut que tu sois capable. T'sais. Fait que, puis ça, ben, honnêtement, ça l'aide. Ça l'aide à la direction. Je pense que l'endroit où ça l'aide le plus, c'est au niveau pratique, c'est qu'à un moment donné, quand tu es en scale, ton product roadmap devient très compliqué à gérer. Il y a beaucoup de product feature requests qui viennent des clients. Puis c'est quand même assez facile de se perdre là-dedans et de ne pas avoir la bonne direction. Puis la capacité d'avoir cette phrase-là va aider beaucoup à rester focus sur ce qui doit être développé puis pas développé. Dans tous les cas, et à l'échelle d'une scale-up, tout ça exige des trade-offs, de faire des choix. Pour assurer sa croissance viable et durable, n'importe quel scale-up doit s'assurer d'abord de cibler la bonne clientèle et de faire également reposer sa stratégie sur des éléments qui lui seront pertinents et tout aussi soutenables. C'est certain que des fois, c'est sûr, c'est inévitable que des fois, le operation brain dit au sales brain, you're going too fast. Like, you don't understand what it means to launch a new SKU. Like, moi, je suis comme, oh yeah, on va lancer un nouveau produit, c'est pas de problème, ça se passe dans 2 mois. Puis monter, mais comme, tu comprends pas, David, que lancer un new SKU, c'est plus de palettes dans l'inventaire, c'est un nouveau fournisseur, c'est des nouveaux comptes recevables, c'est des nouvelles matrices d'impression, c'est GS1 qu'il faut rentrer là-dedans. It's so much freaking stuff. Moi, je suis comme, it's just launching a new SKU, guys. No worries. We need that SKU. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours cette espèce de confrontation-là où est-ce que les sales always want to push and the operation always want to say slow down. If you want it to happen, you got to slow down. C'est sûr que it's a fine dance, right? And I think I didn't get that dance when I was in my 20s. And now that I'm in my 30s, I get it, right? I get the dance and I get the importance of and the strength of having a good, solid, slower operation team that actually takes their time to take the right decision. Alors, cette croissance organique a fait qu'on avait besoin d'argent et mon background à moi est en commercialisation. Alors, c'est sûr que générer des revenus était comme une obsession. Ce que ça fait, ça, c'est qu'au lieu de connaître cette croissance dont tu parlais, on a eu une espèce de croissance comme ça parce qu'on s'est dispersé, on s'est éparpillé. S'éparpiller, puis on ne pensait pas qu'on était éparpillé, mais ce que ça a donné, c'est on a vu une opportunité pour notre même technologie à un moment donné dans le monde des vending machines.
Parce que du paiement sans fil en temps réel, tu peux mettre ça dans une borne de stationnement. Oui, mais une vending machine, ça marche très bien. On en avait une au bureau, on en avait une chez un de notre partenaire telco, le plus gros au Mexique. On avait une machine de vente de billets de musée, même technologie, à Singapour. On a commencé à s'éparpiller. Alors, ce que ça fait quand tu fais ça, c'est que oui, tu génères des revenus, mais la machine pour supporter la commercialisation n'est pas guirée, si tu me passes l'expression, avec la machine qui produit, qui développe la technologie. À chaque fois que tu as une bébelle qui sort dans un créneau qui n'est pas ton créneau core, qui est un créneau différent, tu as des versions, tu as une évolution qui ne marche pas au même rythme, ce qui fait qu'à un moment donné, tu n'as pas l'équipe pour être capable de supporter tout ça. Ça devient atroce. Parce que tu es toujours en train de développer un peu des stop and go, tu ne peux jamais connaître cette croissance-là. Et ça, je n'ai pas réalisé ça jusqu'à temps que je rencontre les gens du MIT à travers un programme. Bon, on a fait 18 mois avec eux dans un programme organisé par le gouvernement du Québec. Et j'ai appris dans un des workshops, je me souviens, c'était un samedi soir, le sens du mot « focus ». On pense qu'on est focus, on fait des plans, on a des stratégies, c'est fantastique. Je pensais qu'on était très focus, toujours la même technologie dans différents appareils hardware, jusqu'à temps que je réalise qu'on n'était pas focus. Parce que le marché est tellement vaste, on est tellement petit comme start-up, comme PME, qu'à un moment donné, il faut vraiment que tu prennes ce que tu as et que tu te recentres. La seule façon de connaître une croissance, on ne peut pas passer large comme ça dans une porte. On passe large comme ça. Quand on a un succès, après, on élargit. Pas au début, ce que nous, on avait fait. Alors, à partir de ce moment-là, pour connaître la croissance dont tu parles, on a fait une chose qui est très difficile pour quelqu'un qui vient de la commercialisation. On a fait la désélection, deselect. On a racheté des contrats de certains clients parce qu'on ne voulait plus être dans un créneau X où on ne voyait pas assez de business à venir, etc. Donc, on a racheté des contrats. On a vraiment fait un ménage de fond, là. Je me souviens quand j'ai allumé ce samedi soir-là, le lundi matin, je me suis assise avec mon partenaire, mon frère, puis j'ai dit « OK, ça, c'est terminé. On ne fait plus ça. » Et lui, évidemment, était du côté de la technologie, il était très content parce que c'était juste l'enfer de supporter tous ses clients éparpillés dans différents créneaux. Et c'est parce qu'on a fait ça que quand l'opportunité est arrivée de faire du vélo en libre-service, le bike share, on était capable de le faire. On était très regroupés, très focus. On était capable de développer. Ça c'est une autre histoire, ça n'a pas été simple, mais on a été capable de se regrouper, de le faire à partir d'une techno qu'on avait, en grande partie développée, le solaire, les transactions. On avait des millions de transactions faites sur cette technologie-là, la gestion, la sécurité, tout ça, c'était réglé. Alors, on est arrivé dans le monde du bike share. Puis là, la croissance, le fameux hockey stick, là, on l'a connu. Mais ça a été long. Écoute, je veux dire, on a commencé au début des années 2000, le développement produit, puis le bike share est arrivé à la fin des années 2000. Alors, c'est une longue traversée et ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et cette stratégie doit permettre à l'entreprise d'offrir ce qu'on appelle le 10X Factor. Les entrepreneurs se font souvent demander comment est-ce que leur nouveau produit ou leur nouveau service sera 10 fois, parfois même 100 fois meilleur que ce qui existe déjà sur le marché. Pour les scale-up, la question devient qu'est-ce qui nous permettrait d'aller 10 fois, peut-être même 100 fois plus vite ou plus efficacement dans notre croissance d'entreprise? C'est souvent ce truc un peu caché sous le capot qui vous rend meilleur que tout le monde. Un peu comme Guy Laliberté qui mentionne systématiquement que c'est l'équilibre entre la créativité et l'exécution qui a fait de lui et du Cirque du Soleil un succès incroyable. Par exemple, l'entreprise Intersan de Boucherville, dont je siège sur le comité aviseur, fait de la litière pour chat et probablement l'une des meilleures litières pour chat au monde. Eh bien, la clé de son succès n'est pas dans la qualité de l'usine de Boucherville, mais plutôt dans la qualité de la matière première, de la bentonite, qui vient directement d'une mine au Wyoming appartenant à... Eh bien, pour s'assurer de la viabilité à long terme de cette stratégie, l'entreprise a récemment conclu un partenariat avec lequel celle-ci vendra à Intersan une division d'affaires pertinente dans le contexte. Et ultimement, peut-être même la mine. À suivre. Mais cette stratégie à une phrase devrait également être reflétée par des indices clés de performance. Idéalement, un indice clé de performance qui fera en sorte que tous les gestionnaires dans l'organisation auront le nez rivé d'abord et avant tout sur cet indicateur. C'est ce qu'on appelle le profit par X, où le X représente essentiellement l'unité sur la base de laquelle repose votre croissance.
Par exemple, si la mise à l'échelle de votre scale-up repose sur l'acquisition de nouveaux clients, eh bien, vous devriez constamment mesurer la profitabilité par client, particulièrement face à ces nouveaux clients que vous emmenez dans votre entreprise. Si votre croissance repose plutôt sur l'acquisition de nouveaux employés, dans le domaine des services par exemple, alors la profitabilité par employé devient un métrique certainement de premier ordre. Si vous comptez multiplier les marques, alors la profitabilité par marque ou alors par produit deviendrait un KPI tout aussi important également. Et si vous comptez doubler l'espace de votre boutique, par exemple, alors peut-être que la profitabilité par mètre carré sera un indicateur sur lequel garder un œil. Quoi qu'il en soit, il est important, voire même crucial pour les gestionnaires des scale-up, d'avoir un indicateur clé de performance sur lequel river son regard de manière quotidienne afin de s'assurer de garder le cap. Tu vends plusieurs services, plusieurs produits. Et là, les gens s'emballent. Hey, ça, on peut vendre ça cher, ça, on peut faire ça. Excuse-moi, je peux calculer une marge sur coût variable. C'est-à-dire, je peux dire, ce produit-là nous rapporte plus à l'unité que celui-là. Et donc, couvre plus de coûts fixes. Et donc, le produit que vous me proposez, ah oui, il se vend bien cher, mais quand je regarde le coût de revient de cette patente-là, puis la marge que je peux faire dessus, puis l'énergie qu'il faut y mettre, bien, on est mieux juste de ne pas le produire. Attends une minute, on veut prendre l'expansion. Oui, mais il y a un prix. L'argent, ce n'est pas gratuit. Alors, chaque projet, chaque investissement demande à ce que le CFO ou le contrôleur fasse une analyse et dise, sais-tu quoi? C'est bien de valeur, mais on n'y arrivera pas financièrement. Par exemple, disons qu'il y a un gars qui est dans un cirque qui veut partir des projets à travers le monde, lui, il va dire, attends une minute, ton spectacle dans telle place, il n'est pas rentable. À Las Vegas, par exemple, là, tu jases. Donc, c'est ça. Quelqu'un qui... Et ce KPI fera sans doute partie d'un ensemble de KPI regroupés au sein d'un dashboard, un tableau de bord qui permettra de mesurer la performance en temps aussi réel que possible de votre organisation. Parce qu'une scale-up doit aller vite, bien, la mise à jour de ces KPI doit également être très, très rapide. Mais de telle sorte à ne pas se perdre dans l'ensemble des indicateurs, il est aussi ultra important, crucial, d'avoir un nombre limité d'indicateurs. Nous sommes tous des êtres humains avec une capacité d'attention limitée. Au-delà de 5, 6, 7 indicateurs clés de performance, bien, on n'a plus affaire à des indicateurs clés de performance, mais plutôt à des indicateurs de performance. Choisissez-en 5, 6, 7 qui seront clés avec à la tête 1, celui qui s'avérera le plus pertinent dans la mesure de votre croissance. Mais pour moi, selon moi, le plus important, c'est que, en fait, les gens souvent ont oublié que dans KPIs, il y a le terme key, tu sais, qui est key preferred. Tu sais, c'est un indicateur clé, là. Puis un indicateur clé, là, ça veut dire que c'est un indicateur important. J'ai souvent vu des modèles d'affaires m'arriver en disant, ben nous, nos 15 plus importants KPIs sont les suivants. Ben, je dis, c'est pas un key KPIs, là, c'est un KPI. Si tu as 15 indicateurs plus importants, ça veut dire que tu en as 50 autres, puis ça veut dire que ce n'est pas des KPIs. Puis si tu as besoin de résumer ta business, là, ça ne peut pas être 15 KPIs parmi 50 autres qu'on considère importants. Non. Les KPIs, tu en as 5 ou tu en as 10, puis c'est ces affaires-là qui déterminent ta business. Puis si tu as à écrire ton modèle d'affaires, un petit fichier Excel, bien, avec tes 5 ou 10 KPIs, tu es en mesure de convaincre ton banquier, ton investisseur, ton équipe de gestion ou tes employés ou quiconque se demande si ta business va bien ou pas bien. Fait que ça, c'est souvent un élément qui est perdu, confondu. Faut faire attention à ne pas se perdre dans une mer de data et de données. Ça devient intéressant là, de suivre les données. Puis ultimement, une business bien développée peut avoir une multitude d'indicateurs. Mais quand on parle de KPIs dans le contexte de start-up ou d'entreprise en croissance, c'est 5-10 affaires qui déterminent normalement toutes, pas mal toutes. Puis ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Bref, à l'intérieur de cette capsule, l'importance de votre core, l'importance de la stratégie ainsi que du dashboard ou des éléments qui vous permettent de communiquer efficacement cette stratégie. Évidemment, pour établir le tout, la meilleure pratique veut que l'on tienne à chaque trimestre ou minimalement chaque année une retraite stratégique afin de discuter de l'ensemble de ces enjeux. Et de quoi parler concrètement durant ces retraites stratégiques?
Eh bien, là encore, la littérature nous propose certaines meilleures pratiques. D'abord, puisque ces retraites stratégiques ont partiellement pour objectif de corriger le tir quant aux objectifs et la vision à moyen et à long terme de l'organisation, la meilleure pratique consiste en amont à recueillir du feedback de la part des clients et des employés, pour ne nommer que ceux-là, afin de déterminer ce qui fonctionne bien et ce qui mériterait d'être corrigé, voire même abandonné dans certains cas, quant aux manières de faire et au processus de l'organisation. Attendez-vous ici à toutes sortes de réponses qui iront du four à micro-ondes dans la cuisine jusqu'à la conquête de nouveaux marchés internationaux. L'idée est de faire en sorte de demander à vos middle managers, toujours en amont, de préparer une analyse des forces et des faiblesses et potentiellement aussi des opportunités et des menaces auxquelles ils font face et d'établir, à la suite de tout cela, 3 grandes priorités qu'ils présenteront durant la première demi-journée de ces retraites stratégiques. Et par la suite, parce que ces retraites ne sont pas que backward-looking, mais également forward-looking, tournées vers l'avenir, le top management devrait avoir, lui, pour objectif de préparer en amont une analyse des forces, des faiblesses, mais également des tendances qui se dessinent pour l'organisation dans son environnement d'affaires. Les top managers devraient ainsi avoir à préparer, eux également, un ensemble de 3 priorités qui seront les leurs durant les 90 prochains jours. Et la littérature propose une dernière meilleure pratique qui vise un peu à brasser la cage, à sortir de leur zone de connaissance et de confort le top management. Cela implique de tenir par exemple des ateliers de créativité ou d'innovation, mais également de s'exposer à des manières de voir les choses divergentes ou différentes à tout le moins de celles que l'on voit constamment sur une base quotidienne. Certaines entreprises proposent donc à leurs gestionnaires de faire certaines lectures et de résumer certains articles scientifiques, par exemple, lors de ces réunions stratégiques, alors que d'autres font carrément appel à des conférenciers de renom international, des futurologues même dans certains cas, qui les aideront à voir au-delà des 90 jours à venir. Le tout permet de raffiner la stratégie avant de retourner dans l'exécution de la stratégie, l'exécution qui fera d'ailleurs l'objet de notre prochaine capsule de la mise à l'échelle des gazelles. And it's a wrap!